BFM Business, l'heure H, l'invité. Nos deux invités, en l'occurrence, ils font partie des meilleurs start-upers français. En tous les cas, c'est ce qu'a déclaré le MIT hier soir avec un classement très très sérieux à la clé. Nos invités, c'est Sandra Ray et Jérémy Stoss. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci. Donc hier, c'était une grande consécration, une consécration de plus parce que vous avez un bon track record de ce point de vue-là. Alors donc, il y a les 10 meilleurs start-upers qui ont été sélectionnés de moins de 35 ans. C'est le MIT. MIT, faut-il le rappeler, c'est le temple de l'innovation, c'est la Mecque de l'innovation, c'est tout ce que vous voulez. Comment ça s'est passé? Comment vous avez été sélectionné? Sandra Ray, je commence par vous. Ben, c'est un peu étrange parce qu'on ne sait pas vraiment qui nous a nominés. En fait, il y avait une nomination ouverte, donc des gens sont venus nous nominer. Puis ensuite, on nous a demandé d'avoir des références. Donc on a donné des noms qui ont écrit des lettres ou appelé l'organisation. Et puis on a eu l'annonce ensuite qu'on était sélectionnés. Et Jérémy Stoss, vous, c'est exactement le même processus, exactement. Non, mais parce que ça fait quand même bien sur une carte de visite, parce que le MIT, ça vous ouvre les portes des États-Unis. Éventuellement, enfin, en tous les cas, ça fait, oui, on peut imaginer que ça fait bien sur un CV. Sandra Ray, vous êtes la patronne de Glowy. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Alors chez Glowy, en fait, on développe un système de lumière biologique qui fonctionne sans électricité grâce aux propriétés de micro-organismes naturels qui s'appelle la bioluminescence. Et donc c'est les méduses, les poissons, les calamars qui sont capables de produire cette lumière naturelle. Jérémy Stoss, vous avez 26 ans. 25, oui. 25, pardon, je voyais que c'était 26. Jérémy Stoss, vous êtes un tout petit peu plus vieux, 34 ans. Heureusement, là, le concours, ils arrêtaient donc les gens les plus brillants de moins de 35 ans. Donc c'est fait par le gong. Vous, c'est complètement autre chose. Comment vous avez développé votre projet, donc Afrique Market, qui permet en fait d'acheter des biens en Afrique, mais en cash. Donc c'est presque un moyen de faire survivre des migrants, des gens qui sont restés au pays. Exactement. L'idée d'Afrique Market, c'est de proposer à la diaspora africaine, qui est nombreuse en Europe et qui envoie 80 milliards de dollars chaque année vers l'Afrique, un substitut au transfert d'argent. Le transfert d'argent, c'est coûteux, c'est compliqué, c'est pas pratique. Il n'y a aucune innovation dans ce secteur depuis énormément d'années. Et nous, ce qu'on propose à cette diaspora africaine, c'est de payer directement des bons d'achat électroniques ou des produits pour leur famille rester au pays. Aujourd'hui, on est opérationnel dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc, on permet à quelqu'un résidant en France, en Belgique, de financer... Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Cameroun. Exactement. De financer les denrées alimentaires, les opérations à l'hôpital, mais aussi des frigos, des télés, à leur famille rester... Mais alors, puisque c'est le MIT qui vous a consacré, l'innovation, elle est où dans votre projet Afrique Market? Alors, il y a déjà la plus grande innovation, c'est une innovation d'usage. On transforme complètement un secteur en proposant une nouvelle manière de transférer de l'argent, en coupant les intermédiaires qu'il y a sur ce marché-là, en divisant par 2 les commissions qui sont prélevées à la diaspora africaine, qui sont aujourd'hui trop élevées, à 10%, sans aucune raison particulière. Donc il y a toutes ces innovations-là. Il y a également une innovation technologique qui nous permet de flécher l'argent qu'on envoie. Le client va payer ici en Europe et son argent va être transformé en un bon d'achat électronique, dépensable dans un réseau de magasins. Dans ces magasins, on a un terminal de paiement qui permet d'identifier les clients grâce à une technologie de son crypté qui permet de vérifier que c'est bien les bons clients qui sont là avec de l'argent pour dépenser dans ce magasin-là. Et vous avez créé ça il y a combien de temps? Vous en êtes à quel stade de développement? On a créé l'entreprise en 2013 au fur et à mesure de l'ouverture des pays. Aujourd'hui, on a environ 50 000 clients qui font environ entre 500 et 1000 achats, 1000 transactions quotidiennes. Donc on a un chiffre d'affaires qui est en forte croissance, une demande assez intéressante. Alors on voit vous êtes deux innovateurs, donc consacrés pour ça. Est-ce que vous trouvez qu'en France c'est facile justement d'être un jeune et de créer son entreprise? C'est un peu toute la question, la polémique du moment en tous les cas. Je ne sais pas si vous avez écouté hier le président de la République, non? Où vous étiez justement dans cette remise de prix du MIT. Non, moi j'étais dans un événement effectivement, donc. Vous êtes tous les deux partis des millions de personnes qui n'ont pas regardé malheureusement. Mais ça vous aurait intéressé ou vous trouvez comment vous réagissez par rapport à ce climat politique, cet environnement économique où on dit qu'il faut absolument booster les jeunes entreprises? Vous êtes inquiet ou vous continuez? Comment vous ressentez tout ça? Moi, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut booster les jeunes entreprises et les jeunes startups. Après, c'est la manière de le faire qui est compliquée. Je pense que c'est très difficile aujourd'hui de se mettre à la place d'une startup comme la nôtre. On considère aussi quand une startup lève des fonds qu'elle a de l'argent. Or, une startup qui lève des fonds n'a pas d'argent et n'a toujours pas les moyens de faire autre chose que de développer son entreprise. Donc, c'est des questions qui sont assez complexes. Et nous, on vit des réalités, en tout cas nous, en croissance, en termes de recrutement, etc. On essaie de faire beaucoup de choses pour... Vous avez combien de salariés? Vous avez des salariés? Oui, on a 5 salariés aujourd'hui, mais on vient de recruter en CDI.
Tout le monde en CDI. Pour le coup, pour une start-up, de mon point de vue, c'est une évidence parce qu'on veut des gens qui sont engagés, on veut miser sur le long terme, même si tout le monde sait que ça peut s'arrêter demain parce que c'est le principe même d'une start-up. Mais ça s'arrêtera pour tout le monde. Et vous êtes financé par qui? On est financé aujourd'hui par une partie investisseur privé, une partie en prêt d'honneur, une partie en subvention et une partie en concours. Et là, on est en pleine levée de fonds sur une plateforme de crowdfunding en equity. D'accord. Vous trouvez que c'est... vous vous êtes posé la question d'aller, je sais pas, aux États-Unis pour développer votre nouvelle technologie ou pas, Sandra? Alors, oui et non. Ce qui est très compliqué dans mon cas en France, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'innovations de rupture, c'est que le cadre réglementaire en France et en Europe, et ailleurs aussi, mais n'est forcément pas adapté puisque rien n'a été pensé pour mettre des bactéries dans une vitrine. Donc, c'est ça qui est compliqué et c'est en ça qu'on se pose parfois la question d'aller à l'étranger. Maintenant, moi, je considère que déjà, j'ai une très forte envie de rester, de développer le projet en France, en Europe. Donc on essaie de tout faire pour que ça se passe comme ça. C'est là aussi on a développé notre réseau, donc c'est sur ça qu'on veut miser. On pense qu'il y a des opportunités énormes et qu'on a des gros avantages à être français en France et en Europe plutôt qu'à aller aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'il y a des barrières qui se posent au fur et à mesure. Oui, c'est sûr que le mot bactérie, quand on voit le principe de précaution qui est mis dans la Constitution, c'est sûr qu'à mon avis, il y a certains qui doivent dire elle a du culot, mais enfin quand même, non? Et pourtant, il y a 10 millions de bactéries sur votre corps, c'est grâce à elles que vous êtes en bonne santé. Les bactéries qu'on utilise viennent du corps humain, sont présentes chez les animaux, sont présentes chez les plantes. C'est les bactéries les plus communes. Et des bactéries modifiées, ça se fait au quotidien en fait en laboratoire. Tous les laboratoires du monde font de la bactérie modifiée. C'est simplement qu'aujourd'hui, la loi n'est pas prête pour qu'on l'utilise de manière quotidienne. Donc vous vous posez quand même la question de savoir si oui ou non vous restez en France? Alors, il s'avère qu'aux États-Unis, c'est pas plus simple, qu'il y a beaucoup d'autres pays dans lesquels c'est pas forcément plus simple non plus. Ce qu'on voudrait surtout, parce qu'on veut pas avoir la solution de facilité de partir, on voudrait qu'on soit soutenu en France et qu'on nous aide à faire changer les choses et à adapter les lois aux innovations. Et vous avez accès facilement, je sais pas, au financement, ou alors parce que vous dites que là vous faites appel au crowdfunding, est-ce que c'est parce qu'on vous a refusé d'autres prêts ou pas? Vous avez été voir des banquiers, vous ont dit non, il doit y avoir le BPI Alors les banquiers c'est compliqué parce que tant qu'on n'a pas de chiffre d'affaires, voilà. C'est vrai que vous êtes au tout début. Ouais. Dans notre cas, on est un vrai projet de R&D, donc on a la chance de pouvoir accéder au crédit impôt recherche, qui est une vraie aide pour le coup en France et qui existe nulle part ailleurs. Les subventions aussi, ça fonctionne bien. Ce qui est compliqué dans notre cas, c'est que on est un peu tout le temps entre deux mondes, entre la clean tech, la biotech et des industries très classiques. Et c'est en ça que c'est compliqué de s'y retrouver dans les fonds d'investissement, que c'est compliqué de s'y retrouver dans les subventions aussi parfois parce qu'on rentre juste pas dans les cases. Et quand on rentre pas dans les cases en France, c'est compliqué, même si tout le monde nous dit que c'est bien. Oui, vous avez complètement raison. Jérémy Stoss, vous rentrez dans une case ou vous rentrez pas dans une case? Parce que vous êtes un beau projet, en plus de ça séduit, évidemment. Mais la technologie est très importante dans votre projet, d'après ce que j'ai compris. Oui, d'abord, les salariés. Je vais poser le même questionnaire que pour Sandra. Vous avez combien de salariés? On a environ une cinquantaine de salariés. Cinquantaine de salariés? Oui, répartis entre la France et l'Afrique, nos différentes filiales dans les pays d'opération. Ouais. Combien en France? Une quinzaine en France, oui. CDD, CDI? C'est majoritairement du CDI. Comme Sandra, on souhaite acquérir des talents, les préserver, les garder avec nous tout au long de l'activité. À ce titre, récemment, il y a quand même pas mal d'améliorations qui sont faites justement sur les mesures pour permettre aux startups de s'attacher les meilleurs talents. Nous, on a pu bénéficier d'une modification des lois Macron qui nous ont permis de donner facilement des parts de notre entreprise à certains salariés clés qui se sentent incentivés et qui aient envie de rester sur le projet, de contribuer de manière forte. Donc oui, il y a des améliorations qui sont faites, pas forcément suffisantes, mais on va dans le bon chemin. Et vous avez, en termes de financement, vous avez trouvé quel financement, quel type de financement? On a des investisseurs privés, Kima Ventures, qui est un des principaux fonds d'accompagnement des jeunes startups, le fonds de Xavier Niel. On a également le groupe Orange qui a pris part à notre dernier tour de table. Oui, et pourquoi Orange est très très présent évidemment là-bas. Et puis à mon avis, justement, le paiement sans contact, ça peut payer et ça peut passer par les smartphones. Exactement, il y a des fortes synergies avec Orange et cette technologie de Orange Money en Afrique. Et vous dites c'est bien de faire ça en France. Vous êtes posé la question peut-être d'aller en Afrique, parce que j'imagine que ça va être plus compliqué mais en mettant plus simple pour certaines choses. Vous vous êtes interrogé là-dessus ou pas? Ou non, vous êtes français, vous trouvez comme certains qu'effectivement l'écosystème tech, il est quand même très favorable en France? Je trouve en effet qu'il est favorable en France, notamment dans le démarrage d'une activité. Il y a beaucoup de dispositifs pour démarrer les activités. Il
il y a beaucoup de financement pour le démarrage d'une activité. Là où ça se complexifie, c'est quand on passe un saut important au-delà des 10-15 millions d'euros de financement, où là il faut en effet se poser Oui, il y a un trou en fait dans la chaîne de financement. Exactement. Maintenant, la question d'être en France, elle est plutôt légitime pour nous, elle est plutôt normale pour nous, étant donné que notre clientèle est basée en Europe. On a ouvert des filiales en Afrique, mais l'intérêt aujourd'hui est d'être où est notre marché, c'est-à-dire en Europe. Oui. La plus grande difficulté pour vous aujourd'hui, obstacle, c'est quoi? Et après, la plus grande facilité? Crédit impôt recherche, vous en bénéficiez? Oui, on bénéficie également. Oui, ça, on l'a l'impression. Et la plus grande difficulté, parce que si vous aviez eu le président de la République en face de vous, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Il me semble qu'il y a beaucoup de difficultés liées au mécanisme et aux formalités administratives des sociétés comme nous, ou encore quand on était encore plus jeunes, devons nous conformer exactement aux mêmes réglementations et aux mêmes usages que des très grands groupes. Nos comptes sont audités par des commissaires aux comptes. C'est compliqué quand on est une petite structure de devoir faire toutes ces formalités-là. Il y a beaucoup de rigidité administrative. Sandra Ray, vous l'auriez interrogé sur quoi, le président? Nous, il y a des sujets tout bêtes auxquels on est confrontés et pourtant on est encore très petits et c'est peut-être ça aussi un peu le problème, typiquement des sujets de convention collective. Aujourd'hui, moi je recrute des CDI et pourtant j'ai des grilles de salaire dans ma convention collective qui sont énormes. Mais vous dépendez de quelle convention collective, vous? Parce que c'est vrai que vous ne rentrez pas dans les cases. C'est un peu le problème. Oui. La convention chimie. Qui a une histoire et un passé quand même qui est lourd et qui fait que typiquement les grilles de salaire sont absolument énormes et que c'est un vrai frein au quotidien parce que c'est complètement au-delà de nos moyens. Et vous êtes de Afrique Market, de quoi? On est sur la convention collective de la vente à distance. Et pareil, il y a pas mal elle est assez grosse, c'est compliqué. Et vous regardez par exemple toutes ces... Est-ce que vous... Deux questions, on parle beaucoup des difficultés avec la loi El Khomri, la loi travail, pour savoir si elle est bonne ou pas pour les entreprises, les grandes entreprises. J'imagine que vous suivez quand même un petit peu ce débat-là, enfin si vous avez le temps en l'occurrence. Vous avez besoin de plus de flexibilité ou vous trouvez que vous en avez déjà suffisamment? Non, je pense que c'est le cœur de la question, c'est la flexibilité. Effectivement, le rapport entre nous, minuscule entreprise, qui typiquement la mine, qui ne fait pas de chiffre d'affaires, et donc tout l'argent qu'on lève est vraiment dédié à continuer la croissance forte. Et donc forcément, c'est ça qui manque, c'est la flexibilité par rapport à la gestion quotidienne en fait des tâches, que ça soit administrative, que ça soit financière. Ce que je peux ajouter sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Il me semble que les employés, les gens qui nous rejoignent dans des startups jeunes avec une dimension technologique importante, sont des gens qui ont une employabilité assez bonne et qui eux-mêmes sont aussi en demande de cette flexibilité. C'est pas seulement les employeurs qui veulent la flexibilité versus les salariés. Dans nos entreprises, les employés sont aussi demandeurs de cette flexibilité-là, étant donné que leur employabilité est forte et qu'ils n'ont pas forcément besoin d'une protection très large. Oui.